Europe 1 Sport, Céline Géraud. Et bonsoir et surtout bienvenue à bord. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Europe 1 Sport, c'est 7 jours sur 7, 20h, 23h, 3 heures de sport sans transpirer, 3 heures pour décrypter tout ce qui se passe sur la planète sport. Et ce soir, évidemment, soir de match sur Europe 1, avec la suite des quarts de finale de la Ligue des Champions. Real Madrid-Chelsea, encore un duel de titans que nous vous proposons ce soir en direct et en intégralité. Real-Chelsea, c'est un remake du quart de finale de la même compétition l'an dernier. À la peine en championnat, les Madrilènes misent tout désormais sur les coupes. Ancelotti a-t-il raison de choisir ses matchs ? Nous poserons la question à nos experts avant 21h. En attendant, hier soir, après la démonstration de force de Manchester City, implacable qui a écœuré le Bayern Munich 3-0, les choix tactiques du nouvel entraîneur Thomas Tuchel interpellent. Une défense à la dérive, des tensions dans le vestiaire. Le club allemand est-il capote ? Analyse et perspective dans Europe 1 Sport. Ce soir, nous reviendrons aussi sur ces lourdes accusations de racisme à l'encontre de Christophe Galtier rapportées dans un mail de Julien Fournier, l'ancien directeur de l'OGC Nice. Est-ce la polémique de trop pour le Paris Saint-Germain ? Tous les détails sur cette affaire très délicate dans quelques instants. Et puis, comme chaque soir dans Europe 1 Sport à 20h30, notre Flash Sport, les 5 infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec Martin Lange. Enfin, si vous souhaitez réagir, intervenir, échanger avec l'équipe d'Europe 1 Sport, on vous attend dès maintenant au 39 21. À vous de jouer. Alors avec qui allons-nous débattre de tous ces sujets brûlants ce soir ? Grégory Schneider de Libération, bonsoir. Bonsoir messieurs, dames. Bienvenue à bord. Éric Huette. Bonsoir Céline, vous avez dit 3 heures. Oui, j'étais en train de penser à ce que je vais dire derrière. 3 heures sans transpirer, mais oui, comment sans transpirer, parce que c'est du sport sans transpirer. C'est une nouvelle méthode, c'est la plus belle salle de sport du PAF, Europe 1 Sport, vous le savez. Bravo. Juan José Dorado, bienvenue. Buenas tardes. Voilà, on va parler du Real, évidemment. Vous êtes notre spécialiste du foot espagnol, on va se régaler. Et Marc Libra, en forme olympique. Bonsoir Céline, bonsoir à toutes et à tous. Allez, c'est parti. On va parler maintenant de cette affaire dont le PSG et Nice se seraient bien passés. Europe 1 Sport, Céline Géraud. Alors, je vais d'abord vous rappeler les faits et les informations dont nous disposons ce soir. L'histoire, c'est un mail envoyé il y a 1 an et demi par l'ex-directeur de l'OGC Nice, Julien Fournier, à la direction du club et qui a été divulgué tard hier soir. Dans ce courriel, l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, qui officie alors à Nice, est clairement accusé de propos racistes. Bonsoir Jean-François Pérez. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Vous êtes le chef du service des sports d'Europe 1. Vous avez pu consulter ce mail et l'authentifier. Alors de quoi parle-t-on ? Alors déjà, je tiens à vous dire que j'ai eu il y a quelques minutes Julien Fournier, qui était donc le directeur du foot à Nice il y a encore quelques mois. Il a démissionné, enfin en tout cas il a quitté le club l'été dernier, tout comme d'ailleurs Christophe Galtier, puisque les deux hommes ont entretenu une relation, vous l'aurez compris, qui était devenue impossible au quotidien. Il ne veut pas en dire plus pour l'instant, en tout cas il dit vouloir s'abstenir de communiquer ces prochains jours, mais il me dit quand même que ce n'est pas lui qui a donné le mail en question, qui était un mail privé qui appartenait à l'OGC Nice et qui aurait dû rester à l'intérieur de l'OGC Nice, et que la façon dont les choses ont été révélées plus d'1 an après était, je cite, absolument honteuse. Alors ce mail, il est adressé par Julien Fournier à un Dave. Dave, c'est Dave Brailsford, qui est le directeur du sport d'Ineos. Ineos, c'est le grand groupe pétrochimique industriel qui est le propriétaire de l'OGC Nice. Et il lui dit plusieurs choses. La première, c'est un compte-rendu d'une réunion qui a eu lieu le 9 août 2021, réunion au cours de laquelle Julien Fournier, donc directeur du foot à l'époque à l'OGC Nice, rencontre le fils de Christophe Galtier. Et là, plusieurs choses extrêmement graves, selon Julien Fournier, sont dites, notamment le fait que Christophe Galtier, qui a mangé au restaurant les soirs qui précèdent le début de la saison, donc on est à août, on rappelle, 2021, et Christophe Galtier dit « ce n'est pas possible d'avoir fait l'équipe que vous avez faite, une équipe de racaille », c'est ce qui est cité dans le mail. On est dans la ville de Jacques Médecin. Jacques Médecin, c'était un maire de droite, évidemment une dynastie de droite très connue, et qui a donc géré la ville de Nice pendant des décennies. Et cette équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas à moi, Christophe Galtier. Christophe Galtier confirme par la suite avoir dit ça. La réunion se termine très mal et Julien Fournier demande à Christophe Galtier de ne plus jamais tenir ce genre de propos en sa présence. Derrière, la présidence du club, et notamment Bob et Jim Ratcliffe, les deux frères qui possèdent donc Ineos, sont mis au courant. Deuxième chose.
La saison se déroule. Vous savez que Christophe Galtier n'est resté qu'une saison à Nice. La saison se déroule et les semaines qui précèdent le Ramadan vont être une période très compliquée. Christophe Galtier se serait plaint d'avoir trop de joueurs musulmans dans l'équipe qui, le vendredi, prennent systématiquement la direction de la mosquée la plus proche. Des réunions sont organisées dans la foulée et Christophe Galtier dit que quand il va falloir faire l'équipe de la saison d'après, il va falloir sans doute limiter le nombre de joueurs musulmans et notamment faire partir Todibo, Attal, Boudaoui, Gouiri ou Lemina. Les 5 sont cités dans le mail de Julien Fournier. Il y a même un joueur turc sur lequel l'OGC Nice se positionne et Christophe Galtier dit non, je n'en veux pas, il est musulman, on va encore aggraver le même problème. La réunion se termine évidemment encore très très mal. Les dirigeants de l'OGC Nice sont avertis. Une dernière chose pour vous dire que Bilal Brahimi arrive à ce moment-là au mercato d'hiver, arrive d'Angers, il est musulman et Christophe Galtier s'en plaint à tel point que début avril de l'année dernière, il est exclu du groupe pour le match face à Rennes. On ne sait pas si c'est à cause de sa religion, de la pratique, on va dire, quotidienne de sa religion, mais en tout cas, Bilal Brahimi, automatiquement dans la foulée, a été suspendu. Voilà comment, si vous voulez, les choses sont présentées dans ce mail. Évidemment, elles ne sont pas aussi simples que ça. Vous avez dit, et vous allez sans doute beaucoup débattre autour de ça, Julien Fournier et Christophe Galtier se sont exprimés via des communiqués cet après-midi, mais il est évident que ce mail, qui est authentique, ça m'a été confirmé, il n'y a strictement aucun doute là-dessus ce soir. Ce mail va laisser d'immenses traces, mais je voudrais vous dire juste un dernier mot avant de vous laisser débattre, vous dire qu'on aimerait beaucoup, et j'espère que ce sera le cas dans les minutes qui viennent, que les joueurs et les dirigeants de l'époque qui étaient à Nice s'expriment et nous disent si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Parce que Christophe Galtier, on le connaît depuis longtemps, il a été à Saint-Etienne, il a été à Lille, et aucun de ces joueurs, aucun de ces dirigeants n'a eu quoi que ce soit à lui reprocher de ce point de vue-là. Voilà où nous en sommes ce soir. C'est une très très triste affaire, mais qu'il faut hélas prendre très au sérieux désormais. Merci Jean-François Pérez pour toutes ces précisions. Et Nice, de son côté, pour répondre à votre question, a communiqué en 3 lignes cet après-midi, il y a exactement 1 heure, pour dire que les faits relatés concernaient 2 personnes ne travaillant plus pour l'OGC. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n'apportera pas plus de commentaires. Voilà, je pense qu'on n'aura rien d'autre du côté de Nice. De son côté, le PSG, pour le moment, n'a pas souhaité réagir. Et un peu plus tard, c'est l'avocat de Christophe Galtier, maître Olivier Martin, qui a pris la parole pour dire qu'il contestait avec la plus grande fermeté avoir tenu des propos discriminatoires envers des joueurs quand il officiait à Nice. Il a pris connaissance, Christophe Galtier, avec stupéfaction, des propos injurieux et diffamants. Il fait l'objet de menaces, d'actes de harcèlement intolérables depuis la divulgation de ce mail dans plusieurs médias. Son numéro de téléphone portable a même été dévoilé cet après-midi sur les réseaux sociaux. Il reçoit depuis un flot incessant d'injures et il annonce qu'il va entamer des poursuites judiciaires. C'est évidemment une affaire très sensible. Grégory Schneider, le timing interpelle aussi, comme par hasard, quelques jours après ce match houleux du Paris Saint-Germain à Nice. Oui, ça fait un petit peu. Si on s'en tient aux faits, alors après, est-ce que c'est avéré ou est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça va être parole contre parole, donc l'histoire devrait être quand même bloquée assez vite. Ça va être entre ce que Fournier a écrit et ce que Galtier. Donc on va. Oui, parce que depuis, il y a beaucoup notamment Roland Romeyer à Saint-Etienne, des joueurs de Lille qui interviennent. Donc on va être sur un stand-by. Si c'est avéré, c'est évidemment gravissime. Je ne sais pas ce qu'est une racaille. Une racaille, c'est un délinquant. Je ne crois pas savoir que le vestiaire de Nice regorge de délinquants. Donc, mais au-dessus de ça, je pense à quelque chose quand même, c'est que Galtier, quand il a pris le poste d'entraîneur au Paris Saint-Germain, il avait eu l'impression de sécuriser un espace où lui s'occuperait que du foot. Et en gros, où Campos s'occuperait du reste, les rapports de force avec les joueurs, les agents, un petit peu Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu es au Paris Saint-Germain, tu n'es pas dans le foot en fait. C'est-à-dire que ça vient de partout. Tu te fais tabasser sur les chars à voile, tu te fais tabasser sur cette... C'est-à-dire qu'il y a des histoires qui ressortent, les dossiers ressortent, qui ne ressortiraient pas si tu étais dans un club moins exposé. Et je crois qu'il a quand même sous-estimé, au-dessus d'un certain niveau, le foot n'est plus seulement le foot. On parle de bien d'autres choses. C'est ce que Tuchel nous avait raconté en expliquant qu'il était ministre du tourisme de l'État du Qatar. Mais c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu toutes les dimensions, il faut avoir les réseaux, il faut aussi savoir arrêter ces histoires, avoir les relais dans les médias qu'il faut, ce que Galtier n'a pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est complètement noyé maintenant. Et très franchement, j'ai des doutes sur le fait qu'il
qui réémerge à la surface. En tout cas, Ça peut plus s'arrêter. Il a réagi, il va entamer des poursuites judiciaires. Et depuis, je le disais, Roland Romeyer, par exemple, le président du directoire de l'AS Saint-Étienne, s'est dit ahuri devant l'accusation visant son entraîneur. Il a eu, on le rappelle, en entraîneur principal en 2009. Il dit « Je n'ai jamais eu aucune remarque raciste à Saint-Étienne. Il y a eu une histoire avec le ramadan, mais elle n'a rien à voir avec la discrimination. D'autres personnes interviennent. Il y a un joueur également qui est intervenu, c'est Yilmaz, pour dire Burak que Yilmaz, voilà, c'est ça, qu'il n'y avait pas eu du tout de... Lui, il avait constaté aucun fait de racisme. Voilà, il y a ces paroles contre paroles. C'est ce que vous dites, Grégory. Mais ça peut plus tellement bouger en oui. fait, puisque Galtier dira jamais autre chose. Fournier va pas démentir. Fournier a authentifié le mail. Il a dit oui, le mail n'avait pas sorti. Et Nice a quand même. Je trouve que c'est la communication de Nice, moi, qui me trouble. C'est Eric qui nous en avait fait c'est laconique, Eric Huet, c'est le moins qu'on puisse dire. On a l'impression qu'ils ne veulent pas récupérer la patate chaude. On s'en débarrasse en 2-3 lignes, Ça a comme vous été l'avez dit. traité C'est à traité, l'époque. voilà. Ouais. mais sous-entendu, il y a eu quelque chose. C'est important, c'est que je dis qu'ils ne veulent pas récupérer la patate chaude, mais en même temps, c'est important parce qu'ils disent effectivement que la situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Donc il confirme il y a en fait. quelque chose. Ouais. Il confirme. Donc c'est important aussi de le souligner. Moi, je voudrais juste rappeler qu'en septembre 2022, il y avait déjà eu, en fait, Julien Fournier avait dit certaines choses. Il n'en avait pas assez dit ou trop dit, ça dépendait aussi par rapport à ce qui s'était passé avec justement la discorde avec en disant si je Christophe révélais Galtier, les informations dont je dispose, il ne pourrait plus entrer dans un voilà. vestiaire ni en France ni en Europe. Donc déjà, je pense que tous, on a été un petit peu surpris de ces propos et on aurait tous voulu en savoir un petit peu plus. À ce moment-là, Jean-François a raison quand il dit tout à l'heure, il faut que les joueurs s'expriment. Évidemment qu'on a envie d'entendre les joueurs. On va entendre bientôt Christophe Galtier, c'est une évidence. Maintenant, il y a la conférence de presse déjà avant le match de Lens, il n'échappera pas à une question. Il est possible comment préparer un tel match aussi important pour la saison du Paris Saint-Germain qui affronte donc, on le rappelle, le Racing Club de Lens, son principal poursuivant au classement samedi soir. Je ne sais pas comment la gestion va s'opérer. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à notre thème, savoir si c'est la polémique de trop. Tout à l'heure, Grégory a rappelé la blague de mauvais goût très rapidement concernant le char à voile. Récemment, il y a eu également des propos par rapport à ce qui s'était passé après Rennes, et même quand ils ont affronté Monaco, le match il s'était passé à côté, et puis contre Rennes, il y avait eu 8 joueurs absents, et il avait eu des mots, Christophe Galtier, concernant les jeunes, en disant, voilà, imaginez-vous à la place des stars qui rentrent dans le vestiaire, et qui voient des jeunes du centre de formation avec qui ils s'entraînent 1 ou 2 fois par semaine. Donc il avait défendu les stars. Il y a beaucoup de choses qui font que, effectivement... C'est des maladresses. C'est compliqué. C'est ça, c'est très compliqué. Ça confirme encore une fois qu'entraîner le Paris Saint-Germain, c'est pas simple. Là, on parle des faits qui se sont passés à Nice la saison dernière, mais on n'en sait pas plus. On va attendre la version de Christophe Galtier. Mais c'est vrai que quand on a tous appris ça hier soir, c'est l'effet d'une bombe, quoi. Donc on attend de voir si c'est confirmé ou pas. Mais je me mets à la place de Christophe Galtier. Même nous, comment imaginer un seul instant, les faits sont avérés et la suite de sa carrière, c'est terminé. Les faits sont erronés. Comment rebondir après ça aussi? Ça va pas être simple du tout. Oui, parce qu'il en restera quelque chose. Oui, c'est sûr. Allez, on est à 40 minutes du coup d'envoi. Si vous nous rejoignez de ce match Real Madrid-Chelsea, c'est les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Le coup d'envoi donc à 21h. En attendant, on est avec Grégory Schneider de Libération, avec Eric Huet, avec Juan José Dorado et avec Marc Libra. On débat, on parle autour de cette polémique, de cette affaire. Est-ce l'affaire de trop pour le Paris Saint-Germain? On vous le rappelle, un mail, des propos tenus dans un mail envoyé par l'ancien directeur de l'OGC Nice à l'encontre du comportement, en tout cas des propos qu'aurait eu Christophe Galtier à propos de son équipe. Il y aurait trop de noirs et de musulmans dans cette équipe, c'est ce qu'il aurait dit lors d'une réunion que nous a relaté Jean-François Pérez. Et le terme racaille quand même. Oui, et le terme racaille qui est effectivement très discriminatoire. C'est ça qui est, dire il y a des musulmans, tu peux toujours te dire oui mais bon par rapport au Ramadan il y a une gestion qui est mais le terme racaille je vois pas d'où il sort. Une racaille c'est un délinquant, ils n'ont pas de casier, il y a quelque chose qui... Ouais. Juan José Dorado, c'est la polémique de trop pour vous, selon vous, pour le PSG? Certainement. Au pire moment, finalement. Au pire moment. Et puis, nous, on a repris cette information tout de suite qu'elle est sortie en France. On l'a repris dans les médias espagnols très rapidement parce qu'on était étonnés. On n'a pas ce type de problème généralement en Espagne. C'est vrai qu'il y a des cris racistes. Oui, il y a les cris. Dans les stades, mais des propos tels que ont été avancés
pour Galtier. Et il faut se remonter aux années 80 pour avoir Jesus Gil, l'ancien président de l'Atlético de Madrid. Et Luis Aragonès, non, par rapport Luis à Thierry Henry Aragonès qui avait traité il faut casser le nègre, parlons de Thierry Henry. Mais voilà, il faut aller vraiment en fin des années 90 pour avoir des propos comme ça. Mais c'est la polémique de trop. Et je suis comme Jean-François Pérez. J'attends voir effectivement si les joueurs qui étaient à Nice à ce moment-là vont prendre la parole. Parce que, comme disait Grégory, c'est la parole de l'un face à la parole de l'autre. Mais j'aimerais entendre les joueurs, parce que forcément, il y a quelque chose. Et puis, j'insiste sur le fait que le communiqué de Nice est un peu honteux, parce que là, c'est envoyer le ballon sur la touche et faire ses mouillés. Voir, tu le poignardes même dans le dos. Ouais. Parce que tu dis, c'est un problème sérieux qu'on a dû gérer. C'est pas un démenti. Nous journalistes, on fait un démenti, c'est un démenti. Oui. Là, ça ressemble à tout. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits, c'est-à-dire il y a 1 an et demi. Donc il y a eu des faits, elle a été traitée et c'était sérieux. Donc ça fait quand même, on a quand même un peu cadré l'histoire. Marc Libra. Le problème, c'est le timing. Pourquoi maintenant ? Qui aurait eu intérêt à exhumer ce mail ? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Il y a plusieurs questions, il faut se poser des questions sur qui veut sortir ça, pourquoi à ce moment-là, pourquoi pour toucher Paris, pour toucher Galtier, il y a plein de paramètres. Je pense que tout a été dit. Moi, je vais parler des entraîneurs que j'ai croisés lors du Ramadan, qui est un réel problème pour tous les entraîneurs. C'est vraiment un gros problème, parce que vous avez des joueurs stars qui à un moment donné vont faire le Ramadan. Donc, ils vont devoir s'entraîner un petit peu moins. On est dans la gestion la plus totale. Dans l'émission, absolument. Et c'est très compliqué, parce que moi, j'ai joué avec des joueurs qui me disent « Moi, je ne peux pas boire, je ne peux pas manger. » J'ai mon ami, c'est difficile pour préparer le match. Tu joues la montée, tu joues la descente. Ou alors, tu es entre deux eaux. Mais ton entraîneur, il a des objectifs. Donc, c'est vrai que c'est très difficile. Et c'est pas que Galtier. S'il a pu dire ça ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, c'est très compliqué quand il y a des périodes de Ramadan. Même à mon époque, il y a des entraîneurs qui disaient « Si tu peux éviter... Alors, samedi, dimanche, on joue. Dimanche, tu récupères. Lundi, tu récupères. Tu ne viens pas. Tu fais... » Donc, il y avait tout le temps, il fallait s'arranger. C'est qu'aujourd'hui... Mais il n'y a plus d'arrangement, on vous balance ça comme ça. Parce qu'automatiquement, vous avez des joueurs importants qui font le Ramadan et ils ont le droit. Qui ne veulent pas rompre le jeûne. On en avait parlé au moment avec le match de Nantes et Antoine Comboiré qui donc avait décidé de ne pas sélectionner des joueurs. Mais là, on est dans un autre propos encore, ça va beaucoup plus loin. Parce que là, on est dans une composition d'équipe où on doit faire des choix et où Galtier aurait dit clairement, j'aimerais revoir la composition de mon équipe parce qu'elle ne ressemble pas à l'équipe que j'aimerais avoir et à l'équipe que Nice aimerait avoir. Voilà. S'il a été touché par le passé par des joueurs qui ne peuvent pas se présenter ou qui ne peuvent pas jouer parce que physiquement, parce qu'ils peuvent se blesser, je sais que ça a toujours été un problème pendant ces périodes-là pour certains joueurs. Quand c'est en plein été, vous imaginez comme c'est très difficile. Donc là, pour lui, ça peut être très difficile. Est-ce que maintenant, il a dit ça, il n'a pas dit ça, c'est un contre l'autre. Et pourquoi aujourd'hui, le timing, pourquoi le mail... Enfin, l'histoire, elle arrive maintenant. Voilà. Ça va blesser Paris, tout le monde, ça va toucher. Mais on est à 2 jours d'un match crucial pour Nice. Pour le PSG. Voilà. Et pour Nice aussi, qui joue en Conference League. C'est quand même le dernier club français en Coupe d'Europe. Ça tombe très mal. D'ailleurs, c'est pour ça que Julien Fournier a dit, mais non, je n'aurais jamais fait ça. Je n'ai jamais tenu à divulguer ce mail. C'est pas moi, parce que c'est pas correct. C'est pas, moi, ce qui me trouble le plus, c'est pas la proximité du match du sommet contre Lens, c'est la proximité du match contre Nice la semaine dernière avec les bisbilles dans les tribunes. Ça, c'est quand même curieux que ça sorte à ce moment-là. C'est-à-dire que Galtier s'oppose au... Il lui parle quand même, il y a quand même une banderole sur sa mère cancéreuse. Ça va loin, il en parle en conf. Donc on est quand même sur une séquence assez dure. Et ce truc qui sort derrière, c'est quand même un peu particulier. Moi, on était sur les lieux du crime ou présumé crime. Donc moi, c'est ça qui me trouble un peu. Jean-François Pérez, sur justement les supporters, les COP, on sait que le COP du Paris Saint-Germain aussi a réagi. Voilà, il y a une pression colossale exercée par les supporters à Nice aussi. Oui, Nice, c'est un club assez particulier. Voilà, c'est un stade, vous savez, avant Nice, le stade, c'est le stade du Rail, il était en centre-ville, il était tout le temps plein, l'ambiance était absolument bouillante. Je pense que tout le monde ou presque sur le plateau ce soir l'a connu, ce stade. Depuis, on a construit l'Alliance Riviera, qui est magnifique, qui est plus moderne, mais qui est tout au bout de la ville, sur l'autoroute qui va à Monaco, cher à Eric Huette. Et ce stade, les Niçois, ils ont beaucoup de mal à le remplir. C'est un stade qui fait 35 000, à peu près 40 000, mais en général, ce stade est plein, on va dire, ou vide à moitié.
et ce sont les supporters d'une ancienne brigade ultra qui a été dissoute parce qu'elle était notoirement composée de membres qui sont parfois à l'extrême droite. Cette brigade a été reconstituée de façon différente, mais c'est un public et une pression politique qui existe dans la ville. Et je pense, hélas, et je me souviens très bien de l'affaire quand il y avait eu le projectile qui était tombé sur Dimitri Payet lors d'un Nice-Marseille, le public ce soir-là, et le club, hélas, était en faute, et le public, les gens qui avaient fait ça étaient absolument inexcusables. Mais les dirigeants, ce soir-là, avaient été obligés de sortir le parachute ou le parapluie et de défendre d'une certaine manière la plupart de leurs supporters. C'est triste à dire, mais les ultras à Nice jouent un rôle qui est très, très important, qui ne se voit pas forcément, parce qu'ils ne sont pas des dizaines de milliers non plus, mais ils sont là au quotidien et ils influent assez largement sur l'équipe. Et je pense que les propos de Christophe Galtier qu'il rapporte quand il dit « je suis allé au restaurant et on m'a dit que, et ça ne va pas pour la ville », etc. Je pense hélas que cette façon de penser, elle est relativement répandue en ville, en tout cas chez les supporters de ces virages ultra à Nice. Revenons justement, Jean-François, et vous tous ici, sur ce timing, on s'interroge. Qui aurait eu intérêt, Éric Huet, à exhumer ce mail à ce moment précis, quelques jours après ce match houleux, comme le rappelait Grégory Schneider Difficile à dire. Il y avait une espèce de rancœur tenace, plus qu'une rancœur, à l'encontre très violent la question à l'encontre de Galtier. La question qu'on s'est tous posée, c'est de savoir si Julien Fournier avait intérêt, ou en tout cas cherchait-il à nuire à la réputation de Christophe Galtier. Lui s'en défend. Oui. Lui s'en défend. Il est au Brésil actuellement. Exactement. On peut pas trop se prononcer parce qu'on marche sur des œufs. Oui, on marche vraiment sur des œufs. Donc moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est aussi au-delà de ce qui se passe aujourd'hui avec les joueurs, donc les Niçois de la saison passée. J'ai envie de savoir aussi comment ça se passe avec Galtier dans le vestiaire parisien. Christophe Galtier a été joueur, et notamment à Marseille. Il a été entraîneur, l'adjoint d'Alain Perrin dans certains clubs. Puis il a entraîné Saint-Étienne, il a entraîné Lille, il a entraîné donc Nice, il entraîne aujourd'hui le Paris Saint-Germain. S'il était raciste, on l'aurait su, je pense, depuis longtemps. Je cherche pas à le défendre, j'essaye de comprendre, tout simplement. Donc maintenant, j'ai envie d'entendre les principaux concernés. Voilà. En tout cas, là, il y a le président, comme on le disait au début de l'émission de Saint-Étienne, qui s'est présenté comme pour défendre Christophe en disant qu'à aucun moment donné, son entraîneur de l'époque n'avait eu de propos racistes ou aucune remarque ne lui était revenue. Il y a sans doute d'autres personnes qui vont sortir du bois pour prendre la défense de Christophe Galtier. Oui, Jean-François Pérez. Si j'ai encore 30 secondes, il y a eu une conférence de presse tout à l'heure avant le match de Ligue Europa Conférence, qu'on suivra demain sur Europe 1, Bâle face à Nice. Et évidemment, Didier Digard a été interrogé sur la question. Alors d'habitude, c'est plus facile de voir les conférences de presse de Nice que ce soir. Le lien du direct a été enlevé, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais toujours est-il que Didier Digard a totalement dégagé en touche en disant que la vérité éclatera de toute façon forcément un soir et que ce n'est pas pour ce soir. Oui. Je trouve que ce n'est pas un très bon service qu'il rend à Christophe Galtier en disant ça. Ah ouais. Voilà. Effectivement, il laisse planer le mystère. Il était adjoint à l'époque. Il était adjoint, Digard. Il était là, il était dans le club. Donc s'il a vu des choses, il doit les dire. Pourquoi il ne les dit pas ce soir ? Pourquoi il préfère attendre encore un petit peu ? Voilà. Je suis un peu estomaqué par la communication du club de Nice. Hélas, ce n'est pas la première fois. Ce sont des gens qui peuvent être parfois formidables, mais sur la communication, il y a, je pense, hélas, des progrès à faire. Mais Jean-François, c'est pas bon signe pour Christophe Galtier, tout ce qui... C'est ça. Ce qui transpire, en tout cas. Voilà. En tout cas, voilà, l'affaire est en cours. On suivra évidemment ce feuilleton dans Europe 1 Sport. Merci beaucoup, Jean-François Pérez, chef du service des sports, pour ces informations précieuses. Et merci évidemment à vous tous pour le débat. On continue. On est ensemble jusqu'à 23h, vous le savez, dans quelques minutes. Allez, dans 30 minutes, le coup d'envoi du match, le choc des titans entre le Real Madrid et Chelsea. Real Madrid tenant du titre avec Ancelotti et Benzema. Évidemment, on en parlera dans quelques minutes. En attendant, on reste ensemble, bien sûr, et on se retrouve dans quelques instants pour le Flash Sport. Europe 1 Sport. Céline Géraud. Allez, 20h30, dans 30 minutes, le coup d'envoi du match, quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea. Mais pour le moment, c'est le Flash Sport. Il est 20h30. Les 5 infos incontournables de la journée. Bonsoir Martin Lange. Et on commence avec du vélo et une belle victoire française. Oui, Dorian Godon remporte la Flèche Brabançonne. Le coureur d'AG2R Citroën s'est imposé au sprint devant l'Irlandais Ben Healy. 3 autres Français complètent le top 5. Benoît Cosnefroy 3e, Rémi Cavagna 4e et Axel Zingle 5e. De bon augure avant les grandes classiques ardennaises et notamment l'Amstel Gold Race ce week-end. A noter que Julien Alaphilippe n'y sera pas, touché au genou. Le double champion du monde est également forfait pour sa course fétiche, la Flèche Wallonne, mercredi prochain. On enchaîne avec du foot et l'Olympique lyonnais féminin qui change de propriétaire.
trio. Oui, c'est une information révélée par nos confrères de l'équipe Eagle. Le fonds propriétaire de l'OL va vendre sa section féminine à Michelle Kang, une riche femme d'affaires américaine. L'opération sera entérinée le 30 juin prochain. Michelle Kang n'est autre que la voisine de John Textor, le nouveau propriétaire de l'OL en Floride. Elle possède déjà une franchise aux États-Unis, les Washington Spirit. Du tennis maintenant avec le Masters de Monte-Carlo et des favoris qui assurent. Oui, qualification pour les huitièmes de finale de Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Yannick Sinner ou encore Casper Ruud. Malheureusement, les anciens Stanislas Wawrinka ou encore Dominic Thiem ne passent pas le cut. Demain, place donc aux huitièmes de finale. On suivra notamment le numéro 1 mondial Novak Djokovic face à l'Italien Musetti ou encore le choc entre Zverev et Medvedev. Enfin, un mot de basket avec un premier titre européen qui se rapproche pour les filles de l'Asvel. Oui, les Rodaniennes mènent contre Galatasaray en finale retour de l'Eurocup, 71-42 alors qu'il reste un carton à jouer. On rappelle qu'au match aller, elle s'était déjà imposée de 39 points. Elle devrait donc remporter cette Eurocoupe, premier trophée de la saison avant pourquoi pas un triplé historique. Enfin, coup de tonnerre sur les pontons. Oui, François Gabard dit stop à la course en solitaire à 40 ans. Le skipper de l'ultime SVR Lazartigue passe la main à Tom Laperche. Il se consacrera désormais à la course en équipage et s'alignera avec Laperche sur la Transat Jacques Vabre en octobre prochain. Merci Martin Lange, c'était le Flash Sport. Europe 1 Sport. Céline Géraud. Allez, on enchaîne la Ligue des Champions, bien sûr. Le quart de finale, vous le savez, c'est sur Europe 1 en direct et en intégralité. Ce choc, ce match de gala encore ce soir avec le Real Madrid face à Chelsea. En attendant, on va revenir sur la performance de City justement hier soir. City qui a écrasé le Bayern 3-0. Le Bayern Munich qui est en ballottage très défavorable, on peut le dire, avant le match retour mercredi prochain. Ce matin, le quotidien Bild l'affirme. Il faudrait un miracle, un gros miracle digne de la Bible. Déjà éliminés à ce stade de la compétition ces 2 dernières années, les Bavarois pourraient s'arrêter aux portes du dernier carré une 3e fois de suite. Alors je vous pose la question, est-ce que le Bayern est kaput ? José Juan Dorago. Comme le maréchal, Jean Cornio. Il est certain qu'il est mal parti pour gagner cette Champions League. Et quelle intensité pour le match d'hier pour City. Et c'est vrai que j'attendais à beaucoup plus pour le Bayern. Ouais. Je croyais qu'ils étaient capables de lever le Ils ont niveau. eu des occasions. Ils ont eu des occasions, mais le nombre d'erreurs commises font que face à City, c'est impossible de pouvoir gagner ce match. Mais c'est une institution quand même, le Bayern. On attendait, oui, c'est le club. Oui. C'est le club qui, lors de la finale four à Lisbonne, avait mis 7 au FC Barcelone. Oui, d'accord, c'est une institution. Mais les institutions comme le FC Barcelone ou le Real Madrid, à un moment donné, il faut les reconstruire. Et c'est vrai que je m'attendais à beaucoup plus. Cela dit, la surprise, c'est pas qu'il soit kaput du côté des Allemands, c'est que nos amis anglais et City sont très forts et que c'est vraiment peut-être l'équipe Ils ont à battre. envoyé un signal très fort cette très année fort, à toutes les autres équipes d'Europe. Grégory Schneider, est-ce que le Bayern kaput ? On parle allemand couramment ce soir. Allemand première langue. Encore heureux qu'une équipe qui est entraînée par un entraîneur, par un coach depuis 3 semaines prend une soupe contre une équipe qui est entraînée par un coach depuis 8 ans. Oui. Donc non mais il y a de tout. Thomas Tuchel a débarqué effectivement. Voilà, alors l'autre il a fait son effectif sur 8 saisons avec des moyens illimités. On est à plus d'1,2 milliard d'euros d'achat de joueurs. On a l'impression que chaque pièce du puzzle est parfaitement ouvragée. Il met un tel et tout d'un coup il met Haaland au milieu. Alors encore heureux qu'ils mettent une soupe à une équipe qui vient de se débarrasser de son coach parce que les joueurs en voulaient plus. Arrive un moment, t'es quand même, la Ligue des Champions est quand même je trouve. S'il y a un truc qu'elle nous dit, c'est que ça se joue sur l'intensité collective quand même. C'est-à-dire qu'elle s'offre à des équipes ou des joueurs qui jouent en équipe. Personne ne joue plus en équipe que Manchester City. D'ailleurs, peut-être le Real, c'est à 16h et encore j'en doute. Donc non, mais c'est extrêmement logique en fait. C'est-à-dire qu'il y a bien plus de repères, il y a bien plus de... Oui, mais quand même. Il y a bien plus de travail, il y a bien plus de... Tu peux pas t'en sortir contre ce City-là. Ces choix tactiques ont quand même interpellé hier soir. Oui, mais parce que Tuchel, il fait du Tuchel. C'est-à-dire qu'il essaie toujours un petit peu de battre le jeu de cartes, de surprendre les mecs. Il essaie toujours de bien faire Guardiola aussi. Oui. Et des fois, il se trompe, Guardiola. Oui, mais Guardiola se trompe. Mais enfin, il y a quand même une constance dans le travail de Guardiola. Il lance pas les dés. Enfin, si, il a fait en finale de Ligue des Champions. Exactement. Mais en tout cas, il sait où il va. Tuchel peut pas... pour moi, c'était couru d'avance. J'imaginais pas une seconde qu'ils n'allaient pas prendre une pipe.
Ah oui, d'accord, vous étiez comme ça, vous. On parle de City, oui, vous vous rendez, non, mais vous vous rendez compte l'équipe que c'est, les joueurs que c'est, les réflexes collectifs. Plus là, pour le coup, il avait tout le monde, ouais. Non, mais la valeur des joueurs, en plus, les joueurs se développent. Il manquait Choupo-Moting du côté du Bayern aussi, ça joue à Marc Libre. Le gros problème, c'est que ce Bayern-là a perdu un élément qui marquait 45 buts par saison, soyons sérieux, qui est maintenant au Barça, Lewandowski, et Choupo-Moting est le joueur qui fait la plupart du temps la différence ou qui fait le sale boulot devant et qui permet aux autres d'évoluer. Et ils ont laissé partir Haaland parce qu'ils le trouvaient trop cher l'an dernier. Ils ont fait ce qu'il fallait, voilà. Mais on peut faire ce qu'on veut aujourd'hui. Oui, cette équipe Bayern capoute, je ne sais pas s'ils sont capoutes, mais au retour, ils sont cas. Bien sûr que le Bayern peut essayer de marquer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que City va marquer des buts. Parce que hier soir, attaqué avec 5 voire 6 joueurs offensifs, ils vont vous faire mal. Et on peut se dire, oui, mais vous comprenez, à un moment donné, il y a Sané, il y a 2 occasions où on doit faire la différence. T'es gentil, bien sûr, mais si Sommer n'est pas dans un grand soir, il y a peut-être 6-3 ou 6-4. Rappelez-vous la saison passée. Heureusement que c'est pas pris Nubel au mercato. Voilà, ils l'ont évité. Là, il s'est cassé la jambe, donc du coup, ils ont évité. Ils ont pris Sommer qui a été très bon, qui a été le meilleur joueur. Donc je pense que ça va être très compliqué pour le Bayern parce qu'il n'avait pas, et on va se rappeler aussi que cette équipe Bayern a quand même bougé l'équipe de Paris. Ouais. C'est peut-être là qu'on se dit, peut-être que Paris était très faible ou c'était le Bayern qui était trop faible. Donc là, malheureusement, c'est pas forcément rassurant pour le Paris Saint-Germain. Eric Huet, est-ce que le Bayern est capote ? Est-ce que c'est une fin de règne, une fin de cycle peut-être ? Non, n'allons pas trop vite en besogne. Parce qu'on va le rappeler aussi, en Bundesliga, ils sont pas au mieux. Enfin, ils ont une courte avance. Voilà. Dortmund, mais pour aller dans le prolongement de Caput, et ça va peut-être faire plaisir à Jean-François Pérez s'il est toujours à l'écoute d'Europe 1 Sport. Bien sûr qu'il écoute. Je vais dire que le Bayern est en danger. Verstehen danger. Ça va rappeler le cornio. Alors, il est en danger. Mais en fait. Vous savez que j'ai vraiment fait allemand première langue, donc je peux parler allemand. D'accord, donc je n'irai pas sur ce terrain-là. Moi, j'ai fait deuxième langue, mais j'ai tout oublié. C'est très simple. Si le Bayern a la qualité collective et la discipline qu'a eu Manchester City hier, le Bayern a une chance. Mais le problème, c'est qu'il y a City en face. Voilà, c'est City en face. Et effectivement, il y a Haaland. Et c'est surtout parce que City, j'ai regardé tout simplement, j'ai regardé sur les 2-3 dernières saisons, le nombre de défaites de City au moins par 3 buts d'écart, puisque c'est ce qu'il faut au moins pour aller en prolongation. Il n'y en a pas. Et bien la dernière, alors en plus il y a des circonstances atténuantes, c'était en septembre 2020, donc c'était à huis clos. C'était à domicile contre Leicester. Une défaite 5-2 en championnat avec un triplé de Jamie Vardy. Il y avait Tillmans qui avait marqué. C'était le Leicester qui brillait à ce moment-là. Et il faut remonter 5 ans en arrière, le 4 avril 2018. Vous avez l'heure exacte parce qu'on s'ennuie un peu. À Anfield, défaite 3-0 contre Liverpool qui avait fait une première demi-heure de feu. Salah à la 12e, Oxlade-Chamberlain à la 20e, Mané à la 31e. Donc il y a 2 cas de figure en 5 ans où Man City perd par 3 buts d'écart. Donc si on s'arrête juste aux chiffres, c'est impossible. Non mais on a plus de chances d'avoir une éclipse de lune ou l'invasion de sauterelles bibliques. Maintenant on voit le Bayern retourner. Mais le Bayern, attention, Greg, le football est devenu tellement irrationnel. Mais attention, pas City. Si le Bayern récupère, alors Choupo-Moting, mine de rien, effectivement, il fait le sale boulot. Le point de fixation, il a bien manqué hier soir. Exactement, c'est ce qui a manqué. Ses statistiques, c'est 17 buts en 28 matchs, toutes compétitions confondues. Si Thomas Müller joue, si Sadio Mané dans une meilleure forme, au fil du temps, on va bien retrouver quand même un semblant de forme. Il semblerait qu'il ait mis une tartine avec Sané. Il y a aussi des tensions dans le vestiaire. Voilà, il n'y a pas que en France où il se passe des choses. C'est bon signe quand il y a ce genre de choses. Voilà. Donc on ne sait jamais. Soyons prudents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est un ballottage très favorable en faveur de City. Écoutez, c'est cadeau. Ich bin ein Freund, un ami, ein Freund, ist en danger. Oui. Danger. Voilà, vous avez reconnu, c'est le cornio, bien sûr. Nikos ça vous parle, hein. der beau garçon, ist ein salopard. Une grosse salopard qui veut pas. Enfin bref. Voilà, vous l'avez. Tous nos auditeurs aussi. Jean-François Pérez, là aussi. Voilà, et bien sûr. Et avec De Funès, on ne s'en lasse pas. Oui, on parle de ce Bayern. On était à 20 minutes du coup d'envoi du match Real Madrid-Chelsea avec Benzema, bien sûr. Ancelotti choisit-il ses matchs? Ça sera le prochain débat. En attendant, on est sur le Bayern. Est-ce qu'il est capoute ce Bayern? Et Nagelsmann doit bien rigoler, mine de rien, parce que ça fait quand même. Et là, Greg va être d'accord, Marc aussi, et Juan Rosé aussi, parce que ça fait 2 déconvenus en 2 semaines, puisqu'il y a eu l'élimination contre Fribourg à domicile en Coupe d'Allemagne. Avant qu'il parte, il était sur 3 possibilités de titres, et là, il n'y en a plus que.
peut-être un Ouais. et encore. Bon, Et encore. On est en train de parler évidemment de la dérive, de la déculottée même quand encaissé hier le Bayern face à Manchester City qui était implacable. On a parlé évidemment du coaching de Tourelle, de la défense aussi à un moment parce que le pauvre Upamecano qui a vécu un calvaire absolu hier soir. Ces tensions dans le vestiaire, on l'a rappelé, Sané et donc Mané qui se serait écharpé dans le vestiaire. Il aurait même frappé l'attaquant sénégalais, le joueur allemand. Upamecano à la dérive, je le disais, qui a même ensuite été victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Ah, quand même. Oui, le club allemand a condamné totalement ces actes. Enfin voilà, c'était une sale soirée pour le Bayern à tout point de vue. Et sur le terrain et en dehors. D'ailleurs, la sortie de Thomas Tuchel, je l'ai trouvé terrible parce qu'il s'en est pris en disant non, mais Upamecano est jeune, il faut qu'il apprenne, il a fait l'erreur. Mais ça doit il est pas responsable arriver. du deuxième but, oui. Mais il est responsable à partir du deuxième, du troisième. Après, mais il est naufragé. Quoi. C'est un jeune joueur. De Ligt à côté est tout aussi jeune. Donc ces deux joueurs-là, quand vous n'avez pas... Mais il a été flamboyant contre le Paris Saint-Germain, Upamecano. Oui, mais voilà. contre le Paris Saint-Germain... Je me demande si on n'est pas dans une spirale. Si on va sur ce thème-là, l'adversité de la première seconde, ce qu'ils ont fait, Manchester City, qu'à la 89e, 90e, 95e, vous avez encore Grealish qui va faire les efforts, vous avez encore Haaland qui va vous rentrer dedans. Ça ne s'arrête pas. Donc il ne faut pas comparer. Non, c'est pas la même planète. On n'est pas dans le même football. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez Kimmich et Goretzka qui sont vos patrons et qui prennent l'eau, et vous avez des vagues qui vous arrivent devant, si vous êtes Upamecano, vous pouvez faire une erreur malheureusement. Mais c'est les deux patrons qui sont devant qui ont pris l'eau complètement, et à partir de là on dit, et je trouve que Thomas Tuchel, ce qu'il a fait par rapport à Upamecano, c'est pas bien du tout parce qu'il a noté, il a remis, oui il a fait des erreurs, oui ça arrive, oui il est jeune, il doit apprendre, mais pas des erreurs contre eux. À un moment donné il doit le protéger, il doit pas dire ça. Et il a dit, il lui fait du mal. Et lui vient d'arriver. Et malheureusement, depuis qu'il vient d'arriver, il passe à travers surtout. Et il y a eu beaucoup de risques pris sur les relances. Donc oui. Upamecano n'a pas été aidé. À un moment donné, je pense, sûr. et Marc, qui a été joueur, doit se dire à un moment donné, même si l'entraîneur nous dit on relance court à chaque fois, le jeu peut-être va t'amener à dire bah non, cette fois-ci je joue long. Ouais. Yann Sommer, il n'est pas interdit de dégager très loin, on ne lui T'es sous l'eau complet, donc quand devant toi t'as plus de recul frein, il se passe plus rien, c'est très compliqué. Et en plus il y a d'autres leaders dans l'équipe, il y a un capitaine, il y a un gardien qui peut parler, il y a Sommer qui a 34 ans, il y a Kimmich qui a quand même eu 80 sélections d'équipe allemande, enfin que je sache, mais t'es sous l'eau là. T'es sous l'eau, mais on aurait pu aussi lui tendre la main, on aurait pu aussi. Ce que je veux dire, c'est une faillite collective. Mettre ça sur le dos d'Upamecano me semble. C'est ce qui me dérange, c'est que Bayern, c'est Upamecano. Non, c'est pas Upamecano, c'est un gamin. Donc arrêtez de faire ça. Tout à fait. Juan José Dorado, sur la dérive du Bayern, d'accuser un seul homme, en grande partie. C'était pas qu'un seul homme. Enfin, vous l'avez dit à plusieurs reprises. On a parlé des Sommer qui était certainement l'un des meilleurs, mais ses relances étaient plus qu'approximatif. Il n'a pas été absent des tout reproches lors de ce match. Et encore une fois, c'est très compliqué quand vous voyez déferler un City comme celui qu'on a vu hier. C'est très compliqué de pouvoir... c'est un peu le cas de Liverpool face au Real Madrid. À un moment donné, vous ne savez pas quoi faire. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. Parce que vous voyez, contre City, c'est terrible parce que vous ne voyez pas le ballon, vous vous faites défoncer dans les contacts, il y a le grand vent qui vous lamine. Non mais je veux dire, c'est très compliqué. C'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur et en plus vous voyez pas vous avez vite fait, vous vous faites tourner en fait. Comme avait dit Idriss Gueye. Les conditions atmosphériques hier soir. Il pleuvait. Non mais c'est vraiment frustrant parce que vous mettez jamais la main sur le match en fait. On attend avec impatience le match retour, bien sûr, en Allemagne. Allez, on reste ensemble évidemment jusqu'à 23h. Dans un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure, le coup d'envoi. En attendant, vous le savez, Europe 1, l'émission de référence sur les médias, c'est avec Philippe Vandel. Et demain, Philippe recevra Liane Folly pour parler de son spectacle La Folle repart en thèse, actuellement en tournée dans toute la France. Rendez-vous demain à 9h sur Europe 1. Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez, on est à 15 minutes pile poil du coup d'envoi de ce match Real Madrid-Chelsea qu'on attend avec impatience. Vous allez pouvoir suivre en direct et en intégralité. Match de gala, jolie soirée encore sur Europe 1. Et on parle du Real. Le Real battu par Villarreal samedi en Liga, mais éclatant en Coupe du Roi à la Maison Blanche cette saison. C'est deux styles, deux ambiances. Un club qui, semble-t-il, a lâché l'affaire en championnat, mais qui met le paquet sur les coupes. La Ligue des Champions en priorité. Carlo Ancelotti choisit-il ses matchs? On se pose la question maintenant et je vous la pose à vous. José Juan Dorado,
Il choisit ses matchs. Il est forcé de choisir ses matchs, d'autant plus que vous l'avez dit, la Liga est perdue à 13 points du FC Barcelone. Elle est complètement perdue, même s'il reste la Coupe du Roi. Mais la Champions League est l'objectif final et primordial du Real Madrid toutes les saisons, c'est la Champions League. Et c'est vrai. Il choisit ses matchs, Ancelotti, forcément. Il les choisit d'ailleurs. Parce qu'il n'a pas le choix cette année. Vous avez remarqué, et vous l'avez dit, qu'ils ont perdu face à Villarreal et il a laissé au repos un certain nombre de joueurs qu'il a récupérés aujourd'hui et qui étaient face à Barcelone. Camavinga qui était remplaçant, Tchouaméni qui était titulaire, Nacho qui était titulaire et qui sera aujourd'hui remplaçant. Donc il choisit ses matchs. Et la Champions League est le match le plus important aujourd'hui pour Ancelotti. On sait que depuis un certain nombre de semaines, depuis 3 semaines, on met en doute la continuité ou pas d'Ancelotti. Mais la réalité, c'est que Ancelotti, c'est lui qui a sauvé le Real Madrid ces dernières années, qui a réussi avec le Real, qui est celui qui est sous contrat encore jusqu'à 2024. Et même qu'il a gagné déjà 4 Champions League, même qu'il a gagné 5 championnats en Europe, même comme ça, à chaque fois, son poste est en jeu. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il a choisi son match et il fait tout ce qu'il faut pour avoir les meilleurs joueurs au meilleur poste, même si on retrouve un Camavinga latéral gauche, puisqu'on n'avait plus l'habitude. Mais la réalité aujourd'hui, c'est ça, c'est que ce Real-là se transforme quand la Champions League arrive. Avec la Copa del Rey aussi, effectivement. Qui sera le 6 face à Osasuna, mais ça reste un titre mineur juste pour les vitrines du Real. À la Ligue des Champions. Éric Huette, est-ce qu'il a raison de choisir ses matchs, Ancelotti ? Est-ce qu'il a vraiment le choix, finalement, aussi ? Mais non. Par rapport à son effectif. Mais non, Céline, il n'a pas le choix. Et sur le fait de choisir ses matchs, il s'en est défendu d'ailleurs au début février, puisqu'il a déclaré en conférence de presse qu'on ne choisit pas nos matchs parce que dans ce club, ce n'est pas possible de choisir ses matchs. C'est lui-même qui l'a dit. Maintenant, il dit on va doser les joueurs. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, comme il l'a dit, oui, mais c'est nécessaire. Regardez le calendrier de dingue du Real depuis le début de l'année. L'année donc civile, depuis début janvier 2023. Vous avez eu 8 matchs en janvier, 8 matchs en février. Il y en a eu 5 en mars, puisqu'il y a eu la parenthèse internationale, mais des joueurs, la plupart, sont partis en sélection, jouer soit avec la sélection espagnole, mais beaucoup plus avec des sélections pour les joueurs étrangers du Real. Au mois d'avril, nous y sommes, 9 matchs en avril. Au mois de mai, il y en aura 6 minimum, 8 au maximum. Ouais, c'est colossal. S'ils jouent les demi-finales de la Ligue des Champions. Vous faites le calcul, c'est très simple. Vous enlevez la période internationale, vous regardez, ils jouent en moyenne tous les 3 ou 4 jours. Donc comment voulez-vous faire ? Ce n'est pas possible autrement. Donc peut-être, lui, il dit, je ne choisis pas les matchs, mais il n'a pas le choix, effectivement, il va doser son effectif chaque semaine. Et en même temps, je trouve que les résultats parlent pour lui parce que oui, c'est une saison qui a été faite de beaucoup de hauts et finalement très peu de bas. Il n'y a que 8 défaites. On en est à 46 matchs. Ce soir, c'est le 47e. Et dans ces 8 défaites, il y a 5 défaites contre 2 équipes, à savoir 2 contre Villarreal et 3 contre le Barça. Donc c'est une équipe qui perd peu, qui joue plutôt bien, qui n'a pas un style aussi séduisant que celui de Manchester City. Et ça, on aura, je pense, encore l'occasion de le voir ce soir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui a la culture de la gagne, qui ne renonce jamais, et encore moins quand il s'agit d'entrer effectivement dans cette Ligue des Champions qu'elle a remportée à 14 reprises. La précision, le banquier, le comptable, le banquier suisse d'Europe 1 Sport, c'est Éric Huette, Grégory Schneider. Oui, non. Alors, mais les cadences sont infernales. Oui, alors, mais même au-delà des cadences, en admettant qu'on mette toujours les mêmes sur le terrain. Quand vous regardez la composition ce soir, vous avez Carvajal, vous avez Militao, vous avez Alaba, vous avez Kroos, vous avez Modric, vous avez Benzema, qui sont des joueurs de grande expérience en fait. Mais c'est un effectif un peu vieillissant quand même. Avec tu peux ajouter Courtois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si Kroos a envie d'en mettre un peu moins, il en mettra un peu moins parce qu'il estime qu'il doit en mettre un peu moins, que ce soit un entraînement, que ce soit alors peut-être un gardien, c'est un peu spécifique. J'ai du mal à penser qu'un gardien s'économise, mais je pense que Modric va pas mettre la même chose si ce soir que ce qu'il a mis. Voilà, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui se gèrent, y compris à l'entraînement. C'est des joueurs qui connaissent la musique. Et on sait très bien que l'expérience, c'est de savoir aussi en mettre un peu plus ou un peu moins. Si nous, on dit, voilà, il ne leur reste plus que ça comme objectif, imaginez un peu, ils l'ont compris depuis longtemps. Donc, ils savent aussi quand est-ce que ça se joue, quand est-ce que ça se joue moins, quand est-ce que ça... En fait, moi, c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure par rapport à Manchester City. Je reste persuadé que Manchester City est une équipe infiniment plus forte. Simplement, que le Real oui, mais simplement, le Real, c'est quand mettre en termes de dosage. Oui, voilà, quand est-ce qu'il faut en mettre un peu plus
plus, quand est-ce qu'il faut en mettre un peu moins, quand est-ce que tu fais rentrer les remplaçants, quand est-ce que là tu mets des 10 minutes. City, ils sont à fond tout le temps. C'est une machine. Voilà. C'est-à-dire que, et je trouve que le Real a ce. Alors, est-ce que c'est l'expérience, est-ce que c'est le talent, est-ce que c'est une capacité supérieure à respirer les matchs, ce qui est aussi tout à fait possible, puisque quand tu as Modric, tu as aussi ce genre de joueur-là. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose qui leur permet d'aller chercher un petit peu ailleurs, un petit peu dans les marges ou un petit peu plus profond parfois. C'est peut-être ça qui fait leur. Et aux manettes, on a Ancelotti qui pousse les curseurs en fonction de. Voilà, et ça va, ses besoins. Ça va avec l'idée parfois d'en retenir et parfois d'en remettre. C'est l'impression qu'il laisse. Là où Manchester City et le Real sont semblables, c'est qu'on a construit des équipes au fil du temps, au fil des années. Et Modric, Kroos, Valverde. Et Courtois, Benzema, ça fait 12 ans qu'il est là. Donc, c'est des joueurs qui se connaissent depuis très longtemps. Donc, on construit à petite touche ce Real Madrid, comme on a construit à petite touche. Avec quelques balles neuves de temps en temps. Donc, et c'est là qui est le plus pour cette équipe de Real Madrid, comme c'est le plus aussi du côté des City aujourd'hui. Mmh. Et à votre avis, ce soir, face à Chelsea, le dosage, ça va être quoi? Parce qu'on a une équipe de Chelsea en face qui est malade quand même. J'en vois pas franchement, j'en vois pas Chelsea à l'abattoir ce soir. Hein. Vous pensez que ça va être un carnage? Non, je les envoie pas à l'abattoir. Non, au contraire, grande équipe, grands joueurs partout. Quand vous avez Kanté, Fernandez et Kovacic au milieu de terrain, c'est quand même. Après, ils ont un problème de vent, c'est pas neuf. Ils viennent aussi de changer d'entraîneur. Oui, mais Franck Lampard. Est-ce qu'ils sont pas capables sur un coup? Est-ce que c'est pas une équipe qui est capable de mettre plus d'énergie que le Real ne peut en mettre? Parce que parce qu'ils ont des cadences moins infernales peut-être. Ils sont plus jeunes, ils sont plus. Il y a quelque chose. L'année dernière, il faut pas oublier. Moi, c'était Oscar Garcia, l'entraîneur de Reims, qui m'avait expliqué. Il m'avait dit, il faut bien comprendre que c'est pas l'équipe A du Real qui a gagné la Ligue des Champions. C'est celle qui est rentrée à l'heure de jeu. Parce que maintenant, non mais vous avez 5 changements. Donc 5 changements, vous changez une moitié d'équipe. Non mais c'est la deuxième équipe du Real qui a fait, sauf la finale, mais c'est la deuxième équipe du Real qui souvent a fait tomber les matchs. Donc on a aussi un petit peu quelque part cette ambiguïté-là. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il a ajouté quand même que dans la première équipe, il y avait quand même Karim Benzema et que c'est quand même Benzema qui a souvent fait la différence. Non mais c'est sûr, mais c'est contre Chelsea, quand ils sont comme à la rue quand ils retournent au retour. C'est contre City, c'est à chaque fois la deuxième équipe qui passe. Ils ont quand même eu cette double mécanique-là qui les a sortis qui leur a permis de passer les montagnes. Voilà. Allez, 20h53 dans 7 minutes, le coup d'envoi justement de ce match dont on parle actuellement avec Grégory Schneider de Libération, avec Eric Huette, avec Juan José Dorado. Ce choc des titans entre le Real Madrid et Chelsea, qui sortira vainqueur de ce match aller. Évidemment, on le saura dans quelques minutes. On retrouvera Colin Abgral et Marc Libra aux commentaires. Santiago Bernabéu plein à craquer. Juan José Dorado ce soir, évidemment. Oui, parce que c'est une soirée des galas pour l'équipe du Real, après la déconvenue face à Villarreal. Et ce match est important parce que ça nous rappelle ce qui s'est passé l'année dernière aussi, puisqu'on avait déjà rencontré Chelsea. Au même stade de la compétition. Au même stade de la compétition. Donc c'est un match des galas pour le Real. Et c'est un match aussi pour Karim Benzema, puisqu'il a mis 2 triplés ces dernières semaines. Il a encore, Eric le disait tout à l'heure, il a entre 14 et 17 matchs pour battre son record personnel de buts marqués avec le Real Madrid. Et ce record pourrait tomber si aujourd'hui la paire qu'il forme avec Vinicius est aussi performante qu'elle l'a été par le passé. Ouais, c'est vrai. La vraie différence il faut qu'il boive un petit coup. La vraie différence. Gardez-en un peu, Juan José, parce qu'on a toute la soirée plus le débrief. La vraie différence signée avec la saison dernière, c'est que le Real recevait au match retour. Donc, et ils ont fait leur remontada à chaque fois chez eux. Là, le match aller a lieu donc devant leur public. Mais vous avez dit choc de titan pour moi, et pour le coup, je pense qu'on ne sera pas d'accord avec Greg. Pour moi, Chelsea n'est pas du tout un titan. Le Chelsea actuel, j'ai un peu avec le retour truc, de Franck Lampard. Je suis sceptique. Alors peut-être que les Blues vont me faire mentir ce soir. Non mais c'est une équipe qui va mal, c'est une équipe qui tourne pas, c'est une équipe un qui a Chelsea qui pour moi, par rapport à la saison passée au même stade de la compétition, ce Chelsea-là est quand même moins fort que le Chelsea qui était le Chelsea de Thomas Tuchel. Ils ont été plutôt conquérants en première ligue le week-end dernier. Il y a N'Golo Kanté qui est vraiment de retour. Il a été mis au repos justement le week-end dernier contre Wolverhampton et Chelsea a perdu. En revanche, il avait été très bon contre Liverpool. Il y avait eu 0-0. Il avait porté le brassard de capitaine. Ce soir, ils ont Kanté, les joueurs de Chelsea. Donc, il y a quand même derrière, il y a Thiago Silva avec Koulibaly et Fofana. Donc, c'est costaud. Ils ont de très grands joueurs en fait. Ils ont quand même de très grands joueurs, même Joao Félix. Où c'est les soirs où ça. Kovacic, c'est très bien. Kovacic, c'est pratiquement le meilleur joueur. Et Enzo Fernandez. Ils ont été bons le week-end dernier face à
à Stamford Bridge. Kovacic, c'est le meilleur. Alors pour avoir vu tous leurs matchs du stade, c'est le meilleur joueur croate du dernier mondial. Il a quand même poussé sur les bonnes. Non, mais très franchement, je suis d'accord. Non, mais on parle de très grands joueurs. On est en quart de finale de Ligue des Champions. Brozovic et Modric dans ce milieu de terrain, ça a de l'allure. Ça fait mal. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait coincer qu'est-ce qui pourrait stopper cette machine madrilène comme on est en train de se poser la question de savoir si Ancelotti a raison de choisir ses matchs. Il a mis une option sur les coupes cette année. Moi, il y a peut-être un truc qui me laisse penser qu'il y a peut-être 20h56, attention, écoutez. Une moindre. Non, mais alors, je peux être démenti, mais si je leur vois un défaut, ils ont peut-être moins d'énergie à mettre que d'autres équipes qui sont là. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a peut-être physiquement, sur l'intensité, alors ils ont réussi pratiquement à en faire un atout, c'est-à-dire en justement disparaissant, en gérant le timing, en descendant le bloc, en le remontant. Mais si c'est pour jouer à 1000 tours pendant 90 minutes. Je dis pas. Voilà. Moi, c'est la seule réserve que j'ai. Moi, j'ai envie de voir ce que la patte Frank Lampard, rappelons donc qu'il revient à Chelsea, d'où il a été limogé en 2021. Et quand il était arrivé en 2019 à Chelsea, c'était vraiment l'homme de la maison, vu la carrière qu'il avait faite évidemment au sein des Blues en tant que joueur. Et je me souviens, et Grégory s'en souvient aussi, les premiers matchs de Chelsea version Lampard, ils étaient pas mal. Le premier match, alors vous allez me dire, vous prenez le score, ils ont perdu 4-0. Mais j'étais au stade, je peux vous dire que la première période, ils doivent mener, mais au moins 2-0. Ils n'ont pas de réussite, ils tirent sur les montants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait demandé à ses joueurs de mettre beaucoup d'intensité. Et j'aimerais voir la même chose ce soir. J'aimerais voir un Chelsea très porté vers l'avant, prendre des risques, face à ce Real-là qui ne montre pas la même chose, qui ne déploie pas le même jeu que celui de Man City, qui est plus clinique en fonction de la gestion de ses temps forts et de ses temps faibles. Bon, on aura un élément de réponse très rapidement dans quelques minutes. Tout à fait. Après, ils ont une telle maîtrise technique, le Real de Madrid, c'est qu'ils arrivent un petit peu à contourner cet affrontement sur l'intensité, sur les duels. Ils arrivent en fait en confisquant le ballon, en le faisant un peu tourner. Ils ont un petit côté magicien, les Madrilènes quand même. Mais à un moment donné, je me dis que si tu leur imposes la pure épreuve de force, durablement, il y a peut-être un truc à faire. Alors, ils sont tenants du titre, on le rappelle, le Real, alors que on ira dans quelques instants du côté de Santiago Bernabéu. Alors, ils sont tenants du titre, parce que depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on entend. Ils sont tenants du titre. J'aimerais quand même que ceux qui nous écoutent rendent à Courtois. Voilà, je veux dire, arrive un moment. Non, mais c'est. Oui, il avait cité Courtois tout à l'heure. Oui, vous l'avez déjà cité. Non, mais si tu changes le gardien, c'est pas la finale, c'est 4-0. Voilà, je veux dire, arrive un moment, il faut quand même remettre le grand Belge au milieu du village. Voilà, tout à fait. Parce que c'est comme lui qui va la chercher. Je veux dire, oui, c'est quand même. Et d'ailleurs, vous avez raison de le rappeler parce que c'est vrai que les saisons filent à toute allure et on oublie presque les moments. D'ailleurs, il trouvait profondément injuste de ne pas être ballon d'orisable. Je porte sa voix ce soir parce que si on regarde la Ligue des Champions, c'est quand même un peu beaucoup lui quand même. Derrière Benzema. Pourquoi pas devant. On fait un top 3. Benzema, Courtois, et le troisième, c'est qui alors? Moi j'aurais bien mis un petit Modric. Un petit Modric dans le top 3. Vinicius quand lui cette année. Oui, bien sûr. C'est trop facile. Après, je pense que c'est trop facile. Bon. Mais la doublette Benzema Vinicius, c'est Alaba qui a dit ces derniers jours, là où ces dernières heures. Non, ces derniers jours. Allez, Europe 1 Sport, c'est l'une des meilleures, voire la meilleure au monde. Europe 1 Sport, c'est soir de match. On va se régaler. En attendant, il est bientôt 21h. Vous êtes sur Europe 1 et